La technique représente l'ensemble des moyens que l'humanité a inventés pour atteindre ses objectifs. Cette définition générale nous permet de comprendre l'essence même de l'activité technique humaine. Cette définition repose sur trois composantes fondamentales. D'abord, le savoir-faire, qui représente les compétences et habiletés que nous développons. Ensuite, la méthode, c'est-à-dire les procédures organisées que nous suivons. Enfin, la finalité pratique, l'objectif concret que nous cherchons à atteindre. Pour mieux comprendre cette définition, examinons trois exemples concrets qui illustrent parfaitement ces composantes de la technique. Premier exemple, la fabrication d'un outil. Le savoir-faire consiste à maîtriser les propriétés des matériaux. La méthode comprend les étapes de façonnage et d'assemblage. La finalité est d'obtenir un outil fonctionnel qui répond à un besoin spécifique. Deuxième exemple, la construction d'un pont. Le savoir-faire implique la maîtrise de l'ingénierie structurelle et des matériaux de construction. La méthode suit une planification rigoureuse par étapes, des fondations à la finition. La finalité est de créer une infrastructure de transport durable et sécurisée. Troisième exemple, la programmation d'un logiciel. Le savoir-faire consiste à maîtriser les langages de programmation et les algorithmes. La méthode suit un cycle de développement structuré: conception, codage, test et correction. La finalité est de produire une solution informatique qui résout un problème spécifique. Cette définition générale nous révèle que la technique transcende tous les domaines particuliers. Elle représente une capacité humaine fondamentale, celle de transformer le monde qui nous entoure grâce à notre intelligence pratique. La technique unit ainsi l'intelligence humaine, l'action organisée et la poursuite d'objectifs concrets. Pour comprendre la technique, nous devons d'abord établir une distinction fondamentale entre la technique et la nature. Cette distinction est cruciale pour saisir l'impact de la technique sur notre monde. Commençons par définir ce qu'est la nature. La nature représente tout ce qui existe de manière spontanée, sans intervention humaine. Elle est donnée, elle existe par elle-même. À l'opposé, la technique représente tout ce qui est produit par l'homme. Elle est artificielle, culturelle et résulte de l'activité humaine consciente et intentionnelle. La technique se définit donc comme ce par quoi l'homme transforme la nature. C'est un processus de transformation qui fait passer du naturel à l'artificiel, du donné au produit. Cette distinction est cruciale pour comprendre l'impact de la technique sur notre environnement. La technique modifie, transforme et parfois détruit les équilibres naturels. En résumé, la distinction entre nature et technique est fondamentale. La nature est ce qui est donné spontanément, tandis que la technique est ce que l'homme produit pour transformer cette nature. Cette transformation soulève des questions essentielles sur notre rapport au monde naturel. Dans le dialogue Protagoras de Platon, nous découvrons l'un des mythes les plus significatifs pour comprendre l'origine de la technique humaine. Le mythe de Prométhée. Le mythe raconte qu'au commencement, les dieux ont confié à Épiméthée et Prométhée la tâche de distribuer les qualités nécessaires à la survie de tous les êtres vivants. Épiméthée, dont le nom signifie « celui qui réfléchit après », distribue avec générosité toutes les qualités: la force aux lions, la rapidité aux gazelles, les griffes aux aigles, la fourrure aux ours. Mais quand arrive le tour de l'homme, Épiméthée réalise avec horreur qu'il a tout distribué. L'être humain reste nu, sans défense, démuni de tout moyen naturel de survie. C'est alors que Prométhée, dont le nom signifie « celui qui réfléchit avant », intervient. Il vole le feu sacré et la technique aux dieux pour les offrir aux hommes, comblant ainsi leur manque originel. Cette interprétation philosophique révèle que la technique n'est pas un luxe ou un simple progrès, mais une nécessité absolue pour la survie humaine. Elle compense notre faiblesse naturelle. Ainsi, selon Platon, la technique trouve son origine dans un manque fondamental de l'être humain. Elle n'est pas une conquête orgueilleuse, mais une réponse nécessaire à notre condition naturelle déficiente. René Descartes, philosophe et mathématicien du XVIIe siècle, révolutionne notre conception de la technique et de son rôle dans la société humaine. Dans son discours de la méthode, Descartes formule une vision révolutionnaire: faire de la science une maîtrise et possession de la nature.
Cette vision cartésienne repose sur trois piliers fondamentaux: soulager les souffrances humaines, dominer les forces naturelles et transformer le monde à notre avantage. Premier aspect, soulager les souffrances. Descartes voit dans la technique médicale et scientifique un moyen de libérer l'humanité de la maladie, de la douleur et des limitations physiques. Deuxième aspect, dominer les forces naturelles. La technique permet de contrôler les éléments, de prévoir les phénomènes et de les utiliser au service de l'homme. Troisième aspect, transformer le monde. La technique devient l'outil par excellence pour façonner notre environnement selon nos besoins et nos désirs. Pour Descartes, la technique n'est pas seulement un ensemble d'outils, mais un véritable instrument de libération humaine qui nous affranchit des contraintes naturelles. Cette vision cartésienne pose les fondements de la modernité technique. L'amélioration continue de la condition humaine par la science et la technologie devient un projet central de notre civilisation. Francis Bacon et Condorcet représentent deux figures emblématiques de l'optimisme technique des Lumières. Ils voient dans la technique non seulement un moyen de transformer le monde matériel, mais aussi un vecteur de progrès moral et social pour l'humanité. Francis Bacon, philosophe anglais du XVIe siècle, développe une vision révolutionnaire de la technique. Pour lui, le savoir scientifique doit servir à accroître la puissance humaine sur la nature. Mais cette puissance doit être mise au service du bien-être de l'humanité. Bacon conçoit la technique comme un instrument de libération. La connaissance scientifique doit permettre de maîtriser la nature, de soulager les souffrances humaines et ainsi de faire progresser l'humanité tout entière. Cette vision optimiste fait de la technique un outil moral autant que matériel. Le marquis de Condorcet, mathématicien et philosophe des Lumières, développe une théorie du progrès indéfini de l'humanité. Dans son œuvre majeure, il présente la technique comme le moteur principal de ce progrès continu. Pour Condorcet, le progrès technique entraîne un cercle vertueux. Les avancées scientifiques permettent de nouvelles techniques qui améliorent les conditions de vie, favorisent l'extension des droits et augmentent le bonheur général. Ce processus est indéfini et cumulatif. L'histoire des découvertes scientifiques illustre parfaitement la vision de Bacon et Condorcet. Chaque avancée technique ouvre de nouvelles possibilités, créant un effet d'accélération du progrès humain. Bacon et Condorcet établissent ainsi les fondements de l'optimisme technique des Lumières. Pour eux, la technique n'est pas seulement un moyen de transformer la nature, mais un véritable vecteur de progrès global pour l'humanité, reliant indissociablement progrès matériel et progrès moral. Contrairement aux visions optimistes de la technique, Marx et Simone Weil développent une critique profonde qui révèle les dangers d'aliénation inhérents au développement technique dans le contexte capitaliste industriel. Pour Karl Marx, la technique n'est pas neutre. Dans le système capitaliste industriel, elle devient un instrument d'oppression qui transforme radicalement la condition ouvrière. Marx identifie trois aspects critiques. Premièrement, la technique acquiert une autonomie propre qui échappe au contrôle humain. Deuxièmement, elle instrumentalise l'homme au lieu de le servir. Troisièmement, cette inversion transforme l'outil en maître. Cette critique s'enracine dans l'observation directe des conditions de travail de l'époque industrielle, où la mécanisation transforme profondément les rapports de production. Cette célèbre formule de Marx capture l'essence de l'aliénation technique. L'ouvrier n'est plus qu'un prolongement de la machine, perdant son autonomie et sa créativité dans un processus de production mécanisé. Simone Weil, philosophe et ouvrière, approfondit cette critique en analysant les effets psychologiques et spirituels de la technique industrielle sur l'être humain, où elle identifie trois processus destructeurs: l'anéantissement de la pensée créative, l'automatisation des gestes qui suppriment la réflexion et la perte complète du sens du travail qui déshumanise l'activité productive. Cette image du mécanisme d'horlogerie illustre parfaitement la vision de Weil. L'homme devient un rouage dans une machine complexe, perdant sa dimension humaine dans un système qui le dépasse. La convergence des analyses de Marx et Weil révèle une inversion fondamentale. Au lieu que l'homme maîtrise ses outils, ce sont les outils qui finissent par le maîtriser.
créant une forme moderne d'esclavage technologique. Cette critique soulève une question fondamentale. Comment la technique, créée pour libérer l'humanité de ses contraintes naturelles, peut-elle devenir elle-même source de nouvelles contraintes et d'aliénation? Cette interrogation reste au cœur des débats contemporains sur le progrès technique. Martin Heidegger, dans son œuvre majeure, La question de la technique, développe une critique profonde de la technique moderne qui va bien au-delà des approches traditionnelles. Pour Heidegger, la technique moderne ne se contente plus d'être un simple outil au service de l'homme. Elle impose une vision du monde entièrement nouvelle. Contrairement à la technique traditionnelle qui servait des fins humaines précises, la technique moderne, selon Heidegger, impose sa propre logique et transforme notre rapport au monde. Heidegger formule cette idée dans sa célèbre citation. L'essence de la technique, ce n'est pas quelque chose de technique. Cette phrase paradoxale révèle que la technique moderne dépasse largement son aspect purement instrumental. Heidegger introduit le concept de Gestell, ou arraisonnement. La technique moderne ne se contente pas d'utiliser la nature, elle la transforme en fonds disponibles, en réserve d'énergie exploitable. Cette logique s'étend à l'homme lui-même, qui devient ressource humaine, et au temps, qui doit être optimisé pour l'efficacité. Tout est subordonné à la logique du rendement. Prenons l'exemple de l'exploitation minière. Pour la technique moderne, une montagne n'est plus perçue comme un élément du paysage, mais comme un gisement de minerais, une ressource économique, un profit potentiel. Cette image illustre parfaitement la transformation décrite par Heidegger. Nous sommes passés d'outils pensés pour servir l'homme à une logique technologique qui finit par penser l'homme lui-même. Selon Heidegger, cette domination de la technique nous fait oublier les finalités essentielles. Nous ne questionnons plus que le comment faire quelque chose de manière efficace, jamais le pourquoi ou le pourquoi nous le faisons. En résumé, pour Heidegger, la technique moderne ne se contente pas d'être un moyen. Elle impose sa vision du monde, transforme tout en ressources exploitables et fait que l'homme oublie les finalités au profit de l'efficacité des moyens. Hans Jonas, philosophe allemand du XXe siècle, pose une question cruciale. Face au pouvoir inégalé de la technique moderne, comment l'humanité peut-elle maintenir le contrôle et exercer sa responsabilité? Hans Jonas, né en 1903 et mort en 1993, est un philosophe allemand qui a révolutionné notre approche de l'éthique face aux défis technologiques. Témoin des bouleversements du XXe siècle, il développe une philosophie de la responsabilité adaptée à l'ère technologique. Son œuvre majeure, Le principe responsabilité, publié en 1969, propose une éthique révolutionnaire pour la civilisation technologique. Jonas y développe l'idée que les nouveaux pouvoirs de la technique exigent une nouvelle forme de responsabilité morale. Jonas identifie 3 domaines où la technique moderne acquiert un pouvoir sans précédent dans l'histoire humaine. L'énergie nucléaire, avec son potentiel destructeur, les biotechnologies qui permettent de manipuler le vivant et l'intelligence artificielle qui confère une autonomie croissante aux machines. Cette carte illustre parfaitement les préoccupations de Jonas. L'impact d'une explosion nucléaire montre comment la technique moderne peut avoir des conséquences irréversibles et à long terme, affectant non seulement la génération présente, mais aussi les générations futures. Les biotechnologies soulèvent également des questions éthiques fondamentales. Cette présentation montre la complexité des enjeux, de la manipulation génétique aux questions de vie et de mort. La technique touche désormais au fondement même de l'existence. Face à ces nouveaux pouvoirs, Jonas propose une éthique de la responsabilité basée sur 4 principes fondamentaux. Premièrement, nous devons penser les conséquences à long terme de nos actions technologiques. Deuxièmement, nous devons respecter la fragilité du vivant et reconnaître que notre pouvoir technique peut détruire les équilibres naturels de manière irréversible. Troisièmement, il ne s'agit pas de rejeter la technique, mais de l'encadrer moralement par des règles éthiques et des institutions responsables. Enfin, notre responsabilité ultime est de préserver l'avenir de l'humanité
et de garantir que les générations futures puissent encore exercer leur liberté de choix. Jonas formule un nouvel impératif catégorique adapté à notre époque. Agis de façon qu'il y ait encore une humanité après toi. Contrairement à l'impératif kantien centré sur l'individu, Jonas pense la responsabilité collective face aux enjeux planétaires. Pour Jonas, la technique présente une ambivalence fondamentale. D'un côté, elle porte des risques de destruction irréversible et de perte de contrôle. De l'autre, elle offre des opportunités de progrès et de solutions aux défis globaux. L'équilibre ne peut être trouvé que par l'exercice d'une responsabilité morale collective. Ainsi, selon Hans Jonas, la technique peut et doit être maîtrisée, non par son rejet, mais par le développement d'une conscience éthique à la hauteur de nos nouveaux pouvoirs. Cette maîtrise passe par une responsabilité collective qui pense l'avenir de l'humanité dans sa globalité. Jacques Ellul, sociologue et philosophe français du XXe siècle, développe dans son œuvre majeure, Le système technicien, une analyse critique et originale de notre rapport à la technique moderne. Ellul observe que la technique contemporaine a acquis une autonomie inquiétante. Elle ne se contente plus d'être un simple outil au service de l'homme, mais développe sa propre logique de développement. La thèse centrale d'Ellul est révolutionnaire. La technique moderne suit sa propre logique, indépendamment des choix et des intentions humaines. Cette autonomie technique transforme fondamentalement notre rapport au monde. Ellul formule cette idée dans une phrase saisissante qui résume toute sa pensée. Ce qui peut être techniquement fait sera fait. Cette formule exprime le caractère inéluctable du développement technique. Cette vision s'apparente au déterminisme technologique, concept selon lequel la technologie façonne le changement social et détermine notre avenir, plutôt que d'être simplement façonnée par nos choix. Un exemple contemporain de cette logique technique autonome se trouve dans le développement de l'intelligence artificielle. Les systèmes d'IA évoluent selon leur propre dynamique, souvent de manière imprévisible pour leurs créateurs. Face à cette autonomisation de la technique, Ellul lance un appel urgent à la réflexion critique. Il nous met en garde contre le risque que l'humanité perde la maîtrise de son propre destin. Ellul nous invite donc à repenser fondamentalement notre rapport à la technique. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie, mais de développer une conscience critique pour éviter d'être dépassés par nos propres créations et de perdre notre humanité dans le processus. Nous arrivons à la conclusion de notre réflexion sur la technique. Cette conclusion nous invite à synthétiser les enjeux fondamentaux qui lient la technique à l'humanité et à notre responsabilité collective. La technique présente un double visage qu'il nous faut examiner avec lucidité. D'un côté, elle représente ce qu'il y a de plus noble dans l'humanité. Elle est création, car elle permet à l'homme d'inventer et de transformer le monde. Elle est intelligence, car elle mobilise nos capacités de réflexion et d'innovation. Elle est progrès, car elle améliore nos conditions de vie. Elle est maîtrise, car elle nous donne prise sur notre environnement. Mais la technique peut aussi devenir autonome, échappant à notre contrôle. Elle peut être aliénante, réduisant l'homme à un simple rouage. Elle peut être dangereuse, menaçant notre survie même. Elle peut nous faire perdre le contrôle de notre propre destin. Face à cette ambivalence, une seule voie s'ouvre à nous, celle de l'éthique lucide et du choix réfléchi. La technique n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais elle exige de nous une vigilance constante. Cette responsabilité repose sur 3 piliers fondamentaux. La lucidité pour voir la technique telle qu'elle est, la réflexion pour comprendre ses enjeux et l'action pour orienter son développement. Penser la technique, c'est donc penser la condition humaine dans toute sa complexité. C'est reconnaître à la fois notre puissance extraordinaire de transformation du monde, notre fragilité face aux forces que nous déchaînons et notre responsabilité incontournable envers les générations futures. La technique n'est pas notre destin, mais notre création. Elle n'est pas notre maître, mais notre outil. À nous de faire en sorte qu'elle reste au service de l'humanité et de ses valeurs les plus hautes. Tel est l'enjeu philosophique majeur de notre époque. Platon, le grand philosophe grec, utilise le mythe de Prométhée pour expliquer l'origine et la nécessité de la technique dans la condition humaine.
Ce mythe fondateur révèle comment la technique compense les déficiences naturelles de l'homme. Dans son dialogue intitulé Protagoras, Platon présente ce mythe pour expliquer les origines de la civilisation humaine. Selon ce récit, les dieux ont confié à Épiméthée et Prométhée la tâche de distribuer les qualités nécessaires à tous les êtres vivants. Épiméthée, dont le nom signifie « celui qui réfléchit après », distribue imprudemment toutes les qualités disponibles aux animaux. La force aux lions, la rapidité aux gazelles, la fourrure aux ours. Mais quand arrive le tour de l'humanité, il ne reste plus rien. Prométhée, celui qui réfléchit avant, voit le désastre. L'humanité est nue, sans défense, incapable de survivre. Il décide alors de voler le feu sacré d'Héphaïstos et les arts techniques d'Athéna pour les donner aux hommes. Zeus, furieux de ce vol, condamne Prométhée à un supplice éternel. Enchaîné sur le mont Caucase, un aigle vient chaque jour dévorer son foie qui repousse pendant la nuit. Cette punition symbolise le prix à payer pour avoir donné la technique aux hommes. Pour Platon, ce mythe révèle une vérité fondamentale. La technique n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Elle compense les déficiences naturelles de l'être humain qui, contrairement aux animaux, n'est démuni de tout instinct de survie. L'être humain naît dans un état de dénuement total, sans fourrure pour se protéger du froid, sans griffes pour se défendre, sans instinct pour guider ses actions. La technique devient alors son mode spécifique d'adaptation au monde. Ce mythe établit 3 implications fondamentales. Premièrement, la technique n'est pas extérieure à l'humanité, elle la constitue. Deuxièmement, elle révèle notre fragilité originelle face à la nature. Troisièmement, elle porte une dimension transgressive, prométhéenne. Ainsi, pour Platon, la technique n'est pas un simple outil que l'homme utilise, mais bien la condition même de son existence. Sans elle, l'humanité ne pourrait ni survivre ni se développer. Le mythe de Prométhée nous enseigne que nous sommes des êtres techniques par nécessité, non par choix. Henri Bergson, philosophe français du début du XXe siècle, propose une vision originale de la technique. Pour lui, la technique n'est pas simplement un outil externe, mais un véritable prolongement de l'intelligence humaine. Henri Bergson, prix Nobel de littérature en 1927, développe une philosophie de la vie et de l'évolution créatrice. Sa conception de la technique s'inscrit dans cette vision dynamique de l'existence humaine. Bergson introduit le concept Homo faber, l'homme fabricateur. Contrairement à l'animal qui s'adapte à son environnement, l'homme transforme activement le monde qui l'entoure grâce à son intelligence créatrice et sa capacité à fabriquer des outils. Bergson souligne la relation symbiotique entre l'intelligence et la main. L'intelligence dirige la main dans ses actions, mais réciproquement, l'activité manuelle développe et affine l'intelligence. Cette interaction constante est au cœur du progrès technique. Cette vision de l'intelligence comme système intégré correspond parfaitement à la conception bergsonienne. La technique ne se contente pas d'utiliser une seule faculté, mais mobilise l'ensemble de nos capacités cognitives dans un processus créatif global. Pour Bergson, chaque innovation technique constitue un prolongement naturel de nos capacités. Le télescope étend notre vision, la machine amplifie notre force, l'écriture prolonge notre mémoire. La technique ne remplace pas l'humain, elle l'augmente et le révèle. Bergson insiste sur le rôle central de la créativité dans le développement technique. Face à chaque défi, l'intelligence humaine ne se contente pas d'appliquer des solutions existantes, mais invente de nouvelles approches. Cette capacité d'innovation est ce qui distingue fondamentalement l'homme dans sa relation à la technique. La vision bergsonienne de la technique comme prolongement de l'intelligence humaine offre une perspective optimiste et humaniste. Elle nous invite à voir dans chaque innovation technique non pas une aliénation, mais l'expression de notre créativité fondamentale et de notre capacité à transcender nos limitations naturelles. René Descartes développe une vision révolutionnaire de la technique au XVIIe siècle. Pour lui, la technique n'est pas simplement un outil, mais le moyen par lequel l'humanité peut devenir maître et possesseur de la nature. Descartes, philosophe et mathématicien français,
révolutionne la pensée occidentale en proposant une approche méthodique et rationnelle de la connaissance et de l'action sur le monde. Pour Descartes, la nature à l'état sauvage est chaotique et imprévisible. Grâce à la technique et à la science, l'homme peut la transformer, l'organiser et la mettre au service de ses besoins. Cette vision s'exprime dans sa célèbre formule du discours de la méthode, où Descartes affirme que nous devons nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Cette phrase résume parfaitement l'ambition cartésienne. La technique cartésienne repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, la connaissance scientifique des lois naturelles. Ensuite, une méthode rationnelle d'analyse et de déduction. Enfin, l'application pratique pour transformer concrètement le monde. Selon Descartes, cette maîtrise technique apporte des bénéfices concrets à l'humanité. Elle permet d'améliorer la santé grâce aux progrès médicaux, d'augmenter le confort de vie et d'accroître la productivité agricole pour nourrir les populations. Cette approche cartésienne reflète un optimisme profond envers les capacités humaines. Descartes croit fermement que la raison peut tout comprendre et que le progrès technique équivaut nécessairement au progrès humain. Pour lui, l'homme est destiné à dominer la nature pour son bien-être. L'héritage de Descartes est immense. Sa vision de la technique comme moyen de maîtriser la nature continue d'influencer notre époque. Elle sous-tend le développement technologique moderne, notre approche scientifique des problèmes et notre confiance dans la capacité humaine à transformer le monde. Dans le contexte du capitalisme industriel, Karl Marx et Simone Weil développent une critique profonde de la technique, montrant comment elle peut devenir un instrument d'aliénation et de déshumanisation des travailleurs. Le XIXe siècle voit naître le capitalisme industriel, transformant radicalement les conditions de travail. Les artisans indépendants deviennent des ouvriers dans de grandes usines, soumis au rythme des machines. Karl Marx analyse comment la technique, dans le système capitaliste, transforme le travailleur en simple appendice de la machine. Il identifie plusieurs formes d'aliénation qui déshumanisent l'ouvrier. Marx identifie l'aliénation du produit. L'ouvrier ne contrôle plus ce qu'il produit. Il effectue des gestes répétitifs sur une chaîne de montage, perdant le lien avec l'objet fini et sa finalité. La technique capitaliste inverse la relation naturelle. Au lieu que l'outil serve l'homme, c'est l'homme qui devient l'esclave de la machine. Il doit s'adapter à son rythme, à ses exigences, perdant son autonomie. Simone Weil apporte une perspective unique grâce à son expérience directe comme ouvrière d'usine. Elle décrit la souffrance physique et morale causée par la technique industrielle qui réduit l'homme à un simple rouage. Où elle montre comment la technique capitaliste transforme progressivement l'être humain en simple pièce mécanique. L'ouvrier perd sa créativité, son initiative et devient un élément interchangeable du processus productif. Marx et Weil identifient un cycle d'oppression. La division du travail fragmente les tâches, le rythme technique s'impose à l'homme, le contrôle se renforce et l'autonomie disparaît, créant un cercle vicieux de déshumanisation. Cette analyse critique de Marx et Weil révèle comment la technique, loin d'être neutre, peut devenir un instrument de domination sociale. Elle souligne la nécessité de repenser l'organisation du travail pour préserver la dignité humaine. Martin Heidegger développe une critique profonde de la technique moderne, mettant en garde contre la vision utilitariste du monde qu'elle impose. Pour lui, la technique transforme notre rapport fondamental à l'être et au monde. Martin Heidegger, philosophe allemand du XXe siècle, développe une réflexion originale sur la technique. Il ne s'intéresse pas seulement aux effets pratiques de la technique, mais à la manière dont elle transforme notre compréhension du monde et de l'être. Heidegger introduit le concept de Gestel, souvent traduit par arraisonnement. Il s'agit d'un mode d'être particulier où la technique moderne transforme notre rapport au monde. Dans ce mode, tout ce qui existe devient une simple ressource disponible et exploitable. Cette vision utilitariste se manifeste concrètement dans notre société. Les animaux deviennent des unités de production, la nature un réservoir de ressources,
et même l'être humain une ressource humaine. Cette logique entraîne une perte du sens et un oubli des finalités authentiques. Pour Heidegger, le véritable danger de la technique moderne n'est pas seulement pratique, mais ontologique. Elle nous fait oublier la question fondamentale de l'être. Tout devient calculable et mesurable, nous perdons le sens du mystère et du sacré. Le risque est de devenir esclaves de nos propres créations techniques. Cependant, Heidegger ne prône pas un rejet total de la technique. Il propose plutôt de retrouver un rapport authentique à l'être, de dépasser la logique purement utilitaire. Il évoque la nécessité d'une méditation, d'une sérénité face à la technique et de redécouvrir ce qu'il appelle habiter poétiquement le monde. La critique heideggerienne de la technique moderne reste d'une actualité saisissante. Elle nous invite à questionner notre rapport au monde et à résister à la réduction de tout à de simples ressources exploitables. C'est un appel à retrouver le sens de l'être au-delà de la logique du rendement. Hans Jonas, philosophe allemand du XXe siècle, développe une réflexion cruciale sur la responsabilité morale face au nouveau pouvoir de la technique moderne. Jonas observe que la technique moderne a acquis des pouvoirs sans précédent dans l'histoire humaine. Ces nouveaux pouvoirs transforment radicalement notre rapport au monde et créent des responsabilités inédites. Le domaine nucléaire illustre parfaitement cette nouvelle situation. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité possède le pouvoir de détruire toute vie sur Terre. Cette capacité de destruction totale crée une responsabilité absolue. Les biotechnologies représentent un autre défi majeur. La manipulation génétique, le clonage et les modifications du vivant soulèvent des questions éthiques fondamentales sur notre droit à transformer la nature même de la vie. Face à ces nouveaux pouvoirs, Jonas développe une éthique de la responsabilité. Cette éthique se distingue par 3 caractéristiques principales. Elle est prospective, elle privilégie la prudence et elle place la survie de l'humanité au centre. Jonas reformule l'impératif catégorique de Kant pour l'adapter à notre époque technologique. Son nouvel impératif stipule « Agis de façon que l'humanité puisse encore exister sur Terre ». Cette responsabilité s'étend particulièrement à la protection de la fragilité du vivant. Jonas insiste sur le fait que nous devons préserver non seulement l'existence humaine, mais aussi la diversité et l'intégrité de toute forme de vie. L'approche de Jonas révolutionne l'éthique traditionnelle en introduisant une dimension temporelle et écologique. Il nous invite à penser nos actions non plus seulement en termes de bien et de mal immédiats, mais en termes de conséquences à long terme pour l'avenir de la planète. En conclusion, Hans Jonas nous rappelle que notre puissance technologique s'accompagne d'une responsabilité proportionnelle. Face aux défis du nucléaire, des biotechnologies et de l'intelligence artificielle, nous devons développer une sagesse éthique à la hauteur de nos nouveaux pouvoirs. Jacques Ellul, philosophe français du XXe siècle, développe une théorie révolutionnaire sur la technique moderne. Selon lui, la technique a acquis une autonomie propre, échappant au contrôle humain. Ellul observe que la technique moderne ne se contente plus d'être un simple outil au service de l'homme. Elle développe sa propre logique, ses propres règles, indépendamment de nos intentions et de nos valeurs. Pour Ellul, la technique moderne suit sa propre logique. Elle ne répond plus aux besoins humains, mais à ses propres impératifs d'efficacité, de croissance et d'optimisation. Cette autonomie signifie que la technique évolue selon ses propres règles, indépendamment de la volonté humaine. Elle devient un système autorégulé qui impose ses contraintes à l'homme. Ellul identifie plusieurs caractéristiques de cette autonomie technique. D'abord, l'autodéveloppement. La technique génère de nouvelles techniques sans intervention humaine directe. Ensuite, la recherche constante d'efficacité. Chaque innovation technique vise à optimiser les performances, créant une spirale d'amélioration continue. Enfin, l'interconnexion. Les techniques se combinent pour former des systèmes de plus en plus complexes et interdépendants. Les véhicules autonomes illustrent parfaitement cette autonomie technique. Leur développement suit une logique technologique plutôt que de répondre à un besoin social clairement exprimé. L'intelligence artificielle représente un autre exemple frappant.
Les algorithmes évoluent selon leur propre logique d'apprentissage, transformant la société de manière souvent imprévisible. Ellul nous met en garde contre le risque de perdre le contrôle de notre propre destin. L'homme risque d'être dépassé par ses propres créations techniques. Cette autonomie technique transforme l'homme d'acteur en spectateur, voire en simple composant d'un système technique qui le dépasse. Ellul appelle à une prise de conscience urgente de cette réalité. En conclusion, Jacques Ellul nous révèle que la technique moderne a acquis une autonomie qui échappe au contrôle humain. Cette prise de conscience est essentielle pour repenser notre rapport à la technologie et préserver notre liberté de choix. Nous abordons maintenant une question fondamentale de la philosophie de la technique. La technique libère-t-elle ou aliène-t-elle l'homme? Cette problématique révèle une tension profonde au cœur de notre rapport à la technologie. Cette problématique peut être visualisée comme une balance où s'opposent deux visions de la technique. D'un côté, la technique comme instrument de libération, de l'autre, la technique comme source d'aliénation. Examinons d'abord les arguments en faveur de la technique comme instrument de libération. Pour Descartes, la technique permet à l'homme de se rendre maître et possesseur de la nature, soulageant ainsi les souffrances humaines. Bacon et Condorcet voient dans la technique un vecteur de progrès, non seulement matériel, mais aussi moral, permettant l'amélioration continue de la condition humaine. Le mythe de Prométhée illustre cette vision libératrice. La technique compense les faiblesses naturelles de l'homme, lui donnant les outils nécessaires à sa survie et son épanouissement. Mais la technique peut aussi être source d'aliénation. Marx dénonce comment, dans le système capitaliste industriel, l'homme devient un simple appendice de la machine, perdant sa dignité et son autonomie. Simone Weil prolonge cette critique en montrant comment la technique industrielle instrumentalise l'homme, le réduisant à un simple outil de production et provoquant sa déshumanisation. Heidegger va plus loin en montrant que la technique moderne impose une vision utilitariste du monde, où tout, y compris l'être humain, est perçu comme une ressource exploitable. Cette problématique révèle une tension dialectique fondamentale. La même technique peut simultanément libérer et aliéner l'homme. Cette ambivalence n'est pas accidentelle, mais structurelle. La question n'est donc pas de savoir si la technique libère ou aliène, mais de comprendre comment et pourquoi elle peut produire ces effets opposés selon les contextes et les usages. Cette analyse nous mène à une conclusion nuancée. La technique n'est ni intrinsèquement libératrice, ni intrinsèquement aliénante. C'est son usage, son contexte social et économique et notre rapport à elle qui déterminent ses effets sur l'humanité. Cette troisième problématique nous confronte à une question cruciale de notre époque. Avons-nous la capacité et l'obligation morale de maîtriser la technique? Cette interrogation soulève des enjeux fondamentaux sur notre rapport au progrès technologique. Cette problématique nous place face à un dilemme fondamental. D'un côté, la nécessité de maîtriser et réguler la technique pour éviter ses dérives. De l'autre, le risque de brider l'innovation et la liberté technologique. Les arguments en faveur de la maîtrise technique sont nombreux et convaincants. Premièrement, nous avons une responsabilité éthique face aux risques que représentent certaines technologies comme l'intelligence artificielle ou les biotechnologies. Deuxièmement, la protection de l'humanité et de l'environnement exige une régulation. Les technologies peuvent avoir des impacts irréversibles sur notre planète et notre société. Troisièmement, la prévention des dérives technologiques est essentielle. Sans contrôle, la technique peut échapper à tout cadre moral et servir des intérêts contraires au bien commun. Enfin, la maîtrise technique permet de garantir l'équité et la justice sociale, en évitant que les technologies ne creusent davantage les inégalités. Cette nécessité de maîtrise se traduit concrètement par des efforts de régulation à l'échelle mondiale. De nombreux pays développent des législations spécifiques pour encadrer l'intelligence artificielle et les technologies émergentes. Cependant, les arguments contre une maîtrise stricte de la technique sont également pertinents. Premièrement, une régulation excessive risque de freiner l'innovation et le progrès technologique nécessaire au développement humain. Deuxièmement,
La complexité technique moderne dépasse souvent notre compréhension. Comment réguler efficacement ce que nous ne maîtrisons pas entièrement? Troisièmement, l'autonomie croissante des systèmes techniques rend leur contrôle de plus en plus difficile. Les algorithmes d'apprentissage automatique évoluent de manière imprévisible. Enfin, il est impossible de prévoir tous les développements technologiques futurs. Une régulation trop rigide pourrait nous priver d'innovations bénéfiques. Cette difficulté de maîtrise s'explique par la complexité croissante de la technique. L'évolution technologique s'accélère exponentiellement, rendant la compréhension et le contrôle de plus en plus difficiles pour les régulateurs et même les experts. Un paradoxe troublant émerge. En tentant de maîtriser la technique, ne risquons-nous pas d'être nous-mêmes maîtrisés par elle? Cette image symbolise parfaitement ce dilemme, où l'homme peut devenir l'esclave de ses propres créations. La synthèse de cette problématique nous amène vers une approche nuancée. Ni maîtrise totale, ni laisser-faire absolu. Une voie médiane s'impose, basée sur 3 principes fondamentaux. Premièrement, une régulation adaptative et évolutive qui peut s'ajuster au développement technologique. Deuxièmement, un dialogue constant entre experts, décideurs et citoyens. Troisièmement, une éthique de la responsabilité qui guide nos choix technologiques. Cette problématique révèle que la question n'est pas tant de savoir si nous pouvons ou devons maîtriser la technique, mais plutôt comment développer une relation équilibrée et responsable avec elle, qui préserve à la fois l'innovation et l'humanité. Cette 4e problématique nous amène au cœur d'un débat fondamental. La technique est-elle un simple outil neutre ou incorpore-t-elle dès sa conception des valeurs et des orientations particulières? Pour explorer cette question, imaginons une balance qui pèse les arguments de chaque côté. D'un côté, la thèse de la neutralité technique, de l'autre, l'idée que la technique porte intrinsèquement des valeurs. La première position soutient que la technique est fondamentalement neutre. Un marteau peut construire une maison ou causer des dommages. C'est l'intention de celui qui l'utilise qui détermine sa valeur morale. Cependant, cette vision est-elle suffisante pour comprendre la technique moderne? Prenons l'exemple des algorithmes de recommandation utilisés par les réseaux sociaux. Un utilisateur interagit avec un algorithme qui lui recommande du contenu. À première vue, l'algorithme semble neutre. Il ne fait qu'analyser des données et proposer du contenu. Mais en réalité, cet algorithme incorpore des valeurs spécifiques. Maximiser le temps d'écran, privilégier le contenu émotionnel, créer des bulles de filtrage. Ces choix de conception ne sont pas neutres. Cet exemple illustre comment la technique moderne incorpore des valeurs dès sa conception. Les choix techniques reflètent des priorités économiques, sociales et politiques. La non-neutralité de la technique se manifeste à travers 3 dimensions principales. Premièrement, au niveau de la conception, où les valeurs des concepteurs s'intègrent dans la technologie. Deuxièmement, au niveau de l'usage, où la technique influence et oriente les comportements des utilisateurs de manière souvent invisible. Troisièmement, au niveau des conséquences, où les effets sociaux et environnementaux révèlent les valeurs implicites de nos choix techniques. Prenons un exemple concret pour illustrer ces 3 dimensions. L'intelligence artificielle dans le recrutement. Une intelligence artificielle analyse des CV pour aider au recrutement. Apparemment neutre, elle ne fait qu'analyser des données objectives. Mais cette IA reproduit les biais présents dans les données d'entraînement, perpétue les discriminations passées et applique des critères de sélection souvent opaques. Elle n'est donc pas neutre. Cet exemple montre que même les technologies les plus sophistiquées incorporent des valeurs et des biais. La question n'est donc pas de savoir si la technique est neutre, mais quelles valeurs elle porte. Reconnaître que la technique n'est pas neutre implique plusieurs responsabilités. Développer une réflexion éthique, assurer la transparence dans la conception, permettre une participation démocratique aux choix techniques. Cette problématique nous rappelle que chaque choix technique est aussi un choix de société. Comprendre les valeurs incorporées dans nos technologies est essentiel pour construire un avenir technologique plus conscient et plus démocratique.